Nous en sommes à la 26e édition. Ça fait 5 ans que nous accueillons donc cette manifestation et nous en sommes très heureux. Une communauté commune, je vous le disais tout à l'heure, qui est sur cette technopole en plein développement. Vous avez peut-être vu qu'il y a quelques travaux qui sont en cours. Ils s'inscrivent dans un projet que nous avons pompeusement appelé Eurekapol et qui vont se décomposer pour le moment à la construction de 2 bâtiments. Nous sommes en train de construire le premier, qui celui-là va s'appeler Eurekafab, dans lequel nous allons mettre un certain nombre d'entreprises qui sont en train de travailler déjà, mais qui sont en location. Donc dès que le bâtiment sera opérationnel, on pourra les mettre à l'intérieur. Ce sont des start-up. Il y a 5 start-up qui sont en train de travailler sur des projets assez intéressants. Je ne vous en parlerai pas parce que je n'ai pas les compétences, mais extrêmement innovantes. Et à l'intérieur de ce bâtiment-là, on trouvera un laboratoire de prototypage spécialisé en sciences de l'ingénieur, un laboratoire professionnel mutualisé spécialisé en sciences du vivant, un centre de diffusion et de connaissances dédié au numérique, et puis un pôle de conférence constitué par des salles de réunion. Voilà. Ça, c'est l'ensemble du projet Eurekapol. 2 bâtiments, un qui va faire, pour lequel nous sommes encore en train de choisir l'architecte. La décision sera prise certainement à la fin de l'année, puisque j'en ai retenu 4 cabinets et on leur a demandé de nous présenter pour la fin de l'année chacun leur projet. Et donc il va falloir que nous en retenions un qui va construire ce grand bâtiment. On n'a pas donné un nom, mais qui s'inscrit dans le projet Eurekapol. Quel est l'objectif de tout cela? Et puis je vais juste conclure là-dessus. C'est de donner un souffle nouveau à notre technopole, qui aujourd'hui compte plus de 100 entreprises, qui a à peu près 1500 personnes, voire plus, qui travaillent chaque jour. Et je ne fais pas bien évidemment référence, je ne fais référence aux personnes qui viennent y travailler chaque matin. Je ne fais pas référence au va-et-vient qu'il peut y avoir des potentiels clients, des potentiels partenaires de chaque entreprise qui viennent sur ce site. Donc nous sommes en train de préparer la commercialisation de la phase 2 de cette technopole, à peu près 8 hectares qui restent. Alors c'est un peu compliqué parce que les services de l'État sont toujours exigeants sur des réglementations environnementales, mais nous y travaillons avec les services de la communauté commune et on va aboutir. Et en amont de tout ça, eh bien, nous avons créé ce projet Eurekapol. Donc le projet Eurekapol, outre le fait de pouvoir donner de nouvelles surfaces pour des entreprises qui ont besoin de développer leur process, que ce soit dans des laboratoires ou que ce soit dans une pépinière d'entreprise, il y aura des bureaux, il y aura un centre de conférence plus vaste que celui-là, parce que là on est un peu à l'étroit et peut-être plus adapté aux besoins actuels de notre technopole, et puis surtout de pouvoir accueillir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des entreprises qui sont dans l'innovation et qui peut-être, plutôt que de nous payer un loyer simplement par quelques euros, de nous payer un temps qui serait dédié pour accueillir des étudiants et leur apprendre un certain nombre de choses comme le codage, comme l'utilisation de machines 3D, d'imprimantes laser, etc., etc. Voilà. C'est un pari sur l'avenir que nous avons fait. Il nous semble qu'aujourd'hui, il faut que nous passions à cette phase-là, tout en continuant à accueillir des entreprises innovantes. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous souhaite de bons débats, une bonne réunion, et je vous remercie de votre attention. Et je vous laisse les questions. Bonjour à tous, donc je réitère donc les mots du président tout à l'heure pour vous souhaiter la bienvenue à la Technopole. Donc je suis Asina Narimanga et on est deux salariés de la Technopole aujourd'hui qui sommes donc vos interlocuteurs pour cette partie, donc Sandrine Loguès aussi, mais donc cet événement est bien entendu donc monté avec le concours d'Unitech représenté par Anne-Charlotte qui est présente ici et par Emmanuel aussi, donc du GIPSO.
Donc voilà, donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc le thème de la journée d'aujourd'hui est autour du développement des dispositifs médicaux et plus spécifiquement sur le marquage CE. Nous aurons aujourd'hui donc à peu près 1h15 de présentations qui vont s'enchaîner. Donc une présentation du réseau des dispositifs médicaux en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi une présentation de 3 entreprises, dont 2 entreprises donc installées dans un futur très proche, installées à la Technopole. Voilà. Voilà, je passe la parole à Sadia Berada qui va présenter, qui va faire un topo sur le réseau des dispositifs médicaux en Nouvelle-Aquitaine et sur les étapes du marquage CE. Merci Yassina. Moi je suis aujourd'hui au titre de la nouvelle présidente du réseau du dispositif médical en Nouvelle-Aquitaine qui remplace l'association 2ACBI que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui il nous avait paru depuis maintenant 1 an d'élargir le réseau puisque le nouveau règlement s'impose sur d'autres dispositifs qui n'étaient pas prévus dans le cadre de l'association 2ACBI. Donc effectivement, on a une migration donc des classes et donc avant 2ACBI c'était l'association pour les dispositifs médicaux implantables. Aujourd'hui le dispositif médical s'élargit, donc effectivement on est dans l'implantable, dans le non implantable, dans la technologie de la santé, dans les bracelets connectés, et ça concerne en fait tout ce qui va tout ce qui va toucher de près ou de loin le nouveau règlement du dispositif médical, et également tout ce qui va concerner également le diagnostic, puisque là aussi il y a énormément de choses qui ont changé. Donc le réseau du dispositif médical il s'élargit, mais il s'élargit aussi au niveau géographique, puisqu'aujourd'hui on a également impliqué les gens de Poitiers, les gens de Limoges, donc effectivement ça va concerner toute la Nouvelle-Aquitaine, et effectivement la surface est assez grande et il va falloir avoir beaucoup d'énergie et de temps pour pouvoir aller toucher toutes les autres entreprises. Notre but aujourd'hui, c'est de promouvoir au niveau national et international le développement industriel des dispositifs médicaux. C'est réunir tous les acteurs du dispositif médical sans distinction, les acteurs privés, publics, académiques et également les centres de formation, pour qu'on puisse aussi leur remonter les besoins de vos entreprises. Aujourd'hui, on sait que dans le nouveau règlement, le management de la qualité va prendre une place très très importante, et aujourd'hui nous avons besoin de savoir quels sont vos besoins pour qu'on puisse également aller vers les centres de formation et leur exposer les manques de vos futurs salariés. La mission, c'est plutôt une veille réglementaire, puisque le 2 juillet dernier, nous avons organisé une journée sur le nouveau règlement, et on a eu la chance d'avoir les 3 acteurs principaux qui vont vous donner le marquage CE. Nous avons eu donc la NSM, le LNEGMED, et également des gens du SMITEM qui connaissent quand même assez bien toutes les problématiques que va poser donc le nouveau règlement. Nous organiserons des séminaires et puis donc des manifestations qui vont être par thématique. Donc des fois ça va être effectivement tous les besoins qu'on va avoir pour pouvoir faire le dossier technique. Ça va être également des manifestations pour pouvoir avoir une vision générale et puis une cartographie de tous les consultants qui sont présents dans notre région. On va aussi essayer de se connecter à d'autres organisations nationales et européennes qui vont aussi nous apporter
leurs compétences, et donc qui vont aussi permettre à nos adhérents d'avoir également un élargissement au niveau européen et international. Et on va développer également des actions collectives qui vont permettre à nos adhérents d'avoir des aides au niveau régional, ou peut-être on a déjà des idées, donc on va vous en faire part très très prochainement sur justement le pré-diagnostic ou la pré-évaluation de vos produits dans le cadre du nouveau règlement. D'autres missions également, mais surtout la plus importante, c'est faciliter le réseau, faciliter les rencontres avec tous les membres du réseau. Et donc permettre à tout le monde de se connaître, parce qu'on se rend compte qu'effectivement chacun est dans son bureau, dans sa société, et on n'a pas vraiment le temps de se connaître, alors qu'on fait juste 100 mètres et on a quelqu'un qui a vraiment un besoin particulier sur une problématique particulière, et la compétence elle est vraiment pas très très loin. Donc voilà, ça c'est le réseau, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour qu'on devienne plus grand et puis aussi plus fort, et puis on devient également l'objectif ultime, c'est effectivement de devenir aussi un acteur incontournable au niveau régional, et puis former ce qu'on appelle un groupe donc un groupe important pour pouvoir faire passer des projets importants qui vont concerner tous les adhérents du réseau. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je me présente. Je suis Liliana Gainova, je suis responsable de qualité et sécurité de l'information chez Tech Service. Donc, nous, on va vous présenter les grandes étapes du marquage CE. On va commencer rapidement par la définition qui est donnée par le règlement européen de 2017. Il définit qu'un DM, c'est tout instrument, appareil, équipement, logiciel, etc. Destiné par le fabricant à être utilisé seul ou en association chez l'homme pour l'une ou plusieurs des fins médicales précises suivantes: diagnostic, prévention, contrôle, etc., communication d'informations, investigation, et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être associée par de tels moyens. Dans un deuxième temps, je voudrais également préciser qu'est-ce que c'est un marquage CE. Et bien en fait, c'est un symbole qui est posé sur un DM, ou un produit plutôt, voilà, sur un produit, garantissant que celui-ci satisfait aux exigences essentielles des règlements ou des directives dont il relève. Donc ce n'est pas une marque, ce n'est pas une garantie supplémentaire de qualité, ce n'est pas une certification d'entreprise ni de produit. C'est vraiment très important, cette notion. Ensuite, donc les grandes étapes. La première chose qu'un fabricant doit supposer, c'est: est-ce que mon produit est un dispositif médical, et dans quelle classe du risque je vais situer mon produit. Donc, concrètement, comment ça se fait? On va voir sur le slide suivant. Mais en fait, le règlement, non, on peut rester. Non, on peut rester là. En fait, alors, non, la première slide. La première. Voilà. C'est celle-là Non. Voilà. Voilà. En fait, c'est simple, le règlement a établi une liste de 22 règles et 80 critères. Et donc, chaque DM doit être évolué. Et au final, le fabricant doit documenter la classe du risque de son DM. Par la suite,
il doit préparer la documentation technique, on le verra par la suite, qu'est-ce qui comporte le dossier technique. Et en parallèle, commencer à réfléchir sur la mise en place d'un système de management de la qualité. Donc attention, le choix du système de management qualité doit être pris en considération avec le choix de la procédure d'évaluation. On va voir par la suite pourquoi, même si le régulateur donne la possibilité entre deux systèmes de management qualité. La certification par l'organisme notifié ou autocertification pour l'EDM de classe 1. La position de marquage CE est mise sur le marché. Vous avez des questions ou on continue? Voilà, comme on a vu, le règlement européen a défini donc 4 classes générales. Donc, je précise ici, on ne va pas parler de dispositifs implantables sur mesure et stériles, parce que la procédure est un peu spécifique et donc l'analyse se fait au cas par cas. Donc, on peut voir quelques exemples. Classe 1, tout ce qui est seringue, scalpel. Classe 2A, les aiguilles pour seringue, les passements hémostatiques. Classe 2B, machine de dialyse. Classe 3, cathéter destiné au cœur, etc. Donc, comme évoqué, une fois que le fabricant a défini la classe du risque, il doit commencer à s'intéresser sur le dossier technique. Donc, ce n'est pas un travail qui est fait en une seule fois, parce qu'il suppose plusieurs livrables dont l'activité doit être réalisée en amont, notamment l'évaluation préclinique, l'évaluation clinique. Sinon, vous avez une description détaillée du fabricant, des sous-traitants, des agents, des éventuels distributeurs, une spécification des produits détaillés, un dossier de gestion de risque avec toutes les stratégies qui sont considérées pour chaque risque et le plan d'action pour la maîtrise de ces risques. Un dossier de conception, un rapport d'évaluation préclinique, un rapport d'évaluation clinique, un dossier de fabrication, un document d'accompagnement, notamment la notice d'information pour chaque dispositif en fonction de la classe, un plan de surveillance après mise sur le marché, la liste des référentiels revendiqués, notamment la réglementation, qu'est-ce qui satisfait le dispositif, quels sont les règlements, quelles sont les directives, quels sont les autres référentiels que le fabricant a pris en considération. Revue de la conformité au PGMSP, c'est les prescriptions générales en matière de sécurité et performance. Et enfin, la déclaration de conformité qui est l'étape finale. Voilà, la documentation technique, l'ensemble des éléments qui sont bien détaillés dans l'annexe 2 du règlement. La mise à jour de la documentation technique, elle est détaillée dans l'annexe 3. Elle doit être maintenue à jour par le fabricant tout au long de la vie du DM. L'évaluation de la documentation technique est faite conformément au chapitre 2 de l'annexe 9. En fonction de, voilà, vous voyez, en fonction de chaque classe de risque, les exigences sont différentes. Et enfin, le fabricant aura le choix entre deux systèmes de management en qualité, au choix, mais pas tout à fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Prenons l'exemple d'un dispositif en classe 2B. Tout va dépendre, en fait, le choix de système qualité va dépendre de la situation du fabricant. Si le fabricant est certifié ISO 13485 système de management qualité sur l'EDM, donc
le choix le plus judicieux pour lui, ça va être de prendre annexe 9, puisqu'il y a beaucoup de similitudes entre parce que l'annexe 9 comprend un audit global du système qualité. Si en revanche, le fabricant est en train de mettre sur le marché son premier DM, donc le choix le plus judicieux pour lui, ça va être de prendre annexe 10 examen type, plus la partie assurance qualité production de l'annexe 11. Et voilà, je voulais si les certifiés ISO 9001, parce que la mise à jour de son système qualité va être fait uniquement sur la partie production dispositif médical, si les certifiés ISO 9001. Si en revanche le fabricant est un start-up qui n'a pas du tout un système qualité, il sera obligé de... Voilà, parce que le coût de la mise en place d'un système qualité va être trop important pour lui. Il doit opter pour l'annexe 10 examen type, plus annexe 11 assurance qualité produit. Et au fil du temps, son système peut très bien évoluer vers un système qualité, assurance qualité production. Voilà. Oui. Alors, ces annexes, ils se trouvent dans le règlement. 2007, voilà. 747. 745, pardon. La seule chose que je voudrais peut-être préciser, dont je n'ai pas parlé, c'est l'histoire du système de management qualité. Qu'est-ce que c'est un système de management qualité? Alors, un système de management qualité au sens de la norme 9001, c'est un manuel qualité, des procédures organisationnelles et des procédures opérationnelles. Dans le manuel qualité, je vais expliciter ma politique, mes engagements qualité, les rôles et responsabilités entre les différents acteurs, les parties intéressées, ma stratégie de gestion de risque. Dans la nouvelle version, je vais analyser quelle est ma stratégie vis-à-vis des risques et des opportunités, mes menaces et mes opportunités. Au niveau de l'organisation, je dois mettre en place des procédures relatives à la documentation, des procédures relatives à la responsabilité de la direction, gestion des ressources humaines, analyse des risques, surveillance et mesures, amélioration continue, maîtrise des produits non conformes. Dans la partie, je fais une parenthèse, pour la partie DM, il y aura forcément une partie maîtrise de la production, surveillance. Et au niveau opérationnel, il va falloir documenter chaque activité opérationnelle. Voilà. Bonjour à tous, je me présente, Mathieu Capera, je suis en charge du... Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez vous mettre devant, s'il vous plaît? Oui. Merci. Bonjour à tous, Mathieu Capera, je suis en charge du département Business Development de la société Tech Service. Donc on est spécialisé en recherche clinique et notamment dans le dispositif médical. Je vais vous présenter ici une slide, on va dire, de transition. On l'a vu juste avant, effectivement, à l'approche du nouveau règlement européen, du coup, il y a quand même des changements à prendre en compte. Et donc finalement, la grande question à se poser, c'est quelles actions vous allez devoir mettre en place au sein de vos différentes sociétés pour vraiment appréhender le nouveau règlement européen et in fine être conforme à ce nouveau règlement européen par rapport à votre produit ou vos différents produits. Et pourquoi ça? Parce que forcément ça va avoir un impact sur les produits qui sont déjà marqués CE ou sur les produits qui sont en développement et in fine ça a un impact sur le maintien ou sur l'obtention du marquage CE. Donc la première grande étape du coup à prendre en compte, c'est de réaliser et d'initier des audits
de conformité de votre produit ou de vos produits ou de votre gamme de produits. Du coup, soit au niveau du système de management de la qualité produit ou de la production, et en parallèle, réaliser un audit de contrôle de tout ce qui est documentation technique. Donc ça peut être fait par des experts internes d'une société ou une combinaison d'experts en fonction, toujours pareil, de la typologie de vos dispositifs médicaux, parce qu'en fonction du type du dispositif médical et donc de la classe, ça ne va pas forcément faire appel au même type d'experts. Donc ça, c'est vraiment la première étape, et cette première étape du coup d'audit va donner lieu à un rapport et donc in fine à un plan d'action de mise en conformité. Et ce plan d'action de mise en conformité, du coup, va faire un petit peu l'état des lieux à date de votre produit ou de votre gamme de produits, et ça va potentiellement conduire de votre côté à une réflexion sur la stratégie entreprise ou même, et notamment, une priorisation sur vos différents dispositifs. Et donc dans ce plan d'action, on va pouvoir retrouver la revue et la mise à jour de la documentation technique, la planification des plans de développement de différents produits, donc c'est-à-dire par rapport à des dispositifs qui seraient déjà marqués et au renouvellement du marquage, on va pouvoir donner une priorité à tel ou tel produit en fonction des renouvellements de marquage CE, par exemple. On va pouvoir établir ou mettre à jour le post-marketing du coup surveillance en mettant en place soit des études PMCF ou récolter ou mieux récolter tout ce qui est rapport de sécurité. En fonction du type de dispositif et de la classe, on va pouvoir initier, si on en a besoin bien évidemment, des études cliniques pour évaluer la performance et la sécurité du dispositif. On va pouvoir gérer tout ce qui est matériaux-vigilance et au sens large, établir une feuille de route pour collecter l'ensemble des données dont vous allez avoir besoin pour obtenir un marquage ou pour renouveler du coup un marquage CE en conformité bien évidemment avec le nouveau règlement. Et l'autre penchant, c'est de l'amélioration continue en fonction de l'état du système de management de la qualité à un instant T. Ça va être de travailler, de revoir et d'améliorer le système de management de la qualité. Et j'en aurai terminé, je vais laisser la place du coup aux interventions suivantes et où ils vont rentrer, j'imagine, un peu plus en détail du règlement européen et de la norme ISO 13485. Bonjour à tous, moi c'est Ismaël Amdoni, je suis pharmacien toxicologue et j'occupe actuellement le poste de responsable réglementaire à Fischer Biodéveloppement. Je vais vous faire une petite présentation de notre laboratoire. Alors, Fischer, c'est une Contract Research Organization privée et indépendante qui est dédiée à la recherche en toxicologie des mutagénicités. Notre laboratoire est reconnu BPL depuis 1998 et nous évaluons la biocompatibilité des dispositifs médicaux conformément à la norme ISO 10993. Nous avons les certifications ANSM pour les produits pharmaceutiques, cosmétiques, françaises pour les produits vétérinaires et nous travaillons conformément à la réglementation internationale, REACH, OCDE, ICH. Nous sommes localisés ici même, à la Technopole Montesquieu, et nous formons une équipe multidisciplinaire de 22 salariés. De mon exposé, la question qui va se poser, c'est les nouveaux règlements européens relatifs aux dispositifs médicaux. En effet, une révision complète de la législation européenne a été lancée dans un triple objectif d'adaptation à l'innovation et aussi de renforcement des règles et d'une meilleure harmonisation de leur application au niveau européen. Il s'agit de 2 règlements et non plus de directives qui sont plus précis, plus détaillés et plus visibles. Le règlement UE 2017-47, qui est relatif aux dispositifs médicaux, et le règlement UE 2017-46, qui est relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 26 mai 2017
Et les règlements sont d'application obligatoire, 3 ans pour les dispositifs médicaux et 5 ans après pour les dispositifs médicaux du diagnostic in vitro, avec quelques dérogations ainsi que des dispositions en cas de retard. Et pour tous les certificats qui sont conformes, qui sont certifiés conformes aux anciennes directives, leur validité va expirer au plus tard le 27 mai 2024. Le nouveau règlement a apporté des changements majeurs et toutes les étapes de vie du produit vont être impliquées. Donc, la nouvelle réglementation elle couvre un périmètre un peu plus large qui inclut les dispositifs médicaux, les accessoires, les produits sans finalité médicale, des dispositifs incluant des tissus et des cellules d'origine humaine à titre accessoire, des logiciels, ainsi que de nouvelles règles de classification. Ceci aura pour impact une réévaluation de l'ensemble du portefeuille produit de la part des fabricants, des distributeurs, des importateurs, ainsi qu'une évaluation des coûts et du délai de mise en œuvre du processus de mise à niveau. Ce qui change pour les procédures d'évaluation de la conformité, on peut noter la renotification des organismes notifiés, avec plus d'exigences pour les critères de sélection de ces organismes notifiés, la certification entreprise, comme par exemple la certification des entreprises qui font du déconditionnement ou du labeling, le reformatage des documentations techniques pour être conforme à de nouvelles normes et aussi prendre en considération l'introduction de nouveaux éléments dans le dossier technique, ainsi que l'intégration de nouvelles procédures, telles que le scrutiny, qui est une procédure d'évaluation clinique de la conformité beaucoup plus renforcée. Ceci va avoir comme impact sur tout le secteur d'EDM une augmentation du nombre d'entreprises certifiées ISO 13485, une augmentation du nombre de produits faisant l'objet d'examen initial et des modifications substantielles par les organismes notifiés, une diminution du nombre d'organismes notifiés, une augmentation des coûts de certification, une augmentation des délais de mise sur le marché et une rationalisation des gains. La nouvelle réglementation aura un impact sur l'ensemble du processus. De nouveaux statuts, de nouvelles responsabilités seront définis pour la procédure de mise sur le marché et la mise en place des chaînes logistiques. Une mise en place de l'identification unique des dispositifs médicaux et UDAMED pour une meilleure traçabilité et pour beaucoup plus de transparence et d'informations sur les dispositifs. Des procédures définies au niveau européen dans le cadre des investigations cliniques, ainsi que la modification de la post-market surveillance et la création d'EXUR ou Periodic Safety Update Report. Les grands enjeux des nouveaux règlements sont, par conséquence, beaucoup plus de transparence, une mise en œuvre harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne, des organismes notifiés renforcés et plus homogènes, une meilleure évaluation avant mise sur le marché, une surveillance renforcée après mise sur le marché, la prise en compte de l'évaluation de l'état de l'art et une gouvernance européenne pour plus de coopération et de coordination entre les autorités nationales. Pour conclure, Fisher Biodéveloppement est pleinement mobilisé pour accompagner ces changements majeurs. Nous proposons la rédaction de Toxicological Risk Assessment, de Biological Risk Assessment, ainsi que l'intégralité des études de biocompatibilité in vivo et in vitro en coopération avec le BMI. Nous proposons aussi un contrat d'accompagnement annuel pour les fabricants, avec revue de dossiers, négociation de stratégies réglementaires, analyse de risque et définition de worst case, mais aussi l'interprétation des résultats de caractérisation physico-chimique avec notre partenaire Riscol. Merci pour votre attention. Nous remercions nos 4 premiers intervenants. Peut-être avant de poursuivre, nous pouvons prendre une ou deux questions.
C'est des questions dans la salle. En fait, j'aurais une question pour la personne, pour la pharmacienne en fait. Et c'est concernant les modifications sur la réglementation CE. Une fois que le CE, cette nouvelle réglementation imposée sur le produit, avec ou sans marquage avec l'organisme notifié, est-ce que ça facilite du coup la nivellisation vers la vente vers l'international, par exemple, vers les États-Unis avec la FDA ou pas? Est-ce que ces changements nivellent le niveau d'exigence ou pas? Bonjour, Jean-François Biron-Mexicain. Non, en fait, c'est totalement, je vais le mettre au centre, c'est totalement indépendant. Le règlement dont on a discuté, là, qui est les deux règlements, un pour les dispositifs médicaux, l'autre pour les dispositifs médicaux in vitro, concernent uniquement l'Union européenne. Il y a eu des écrits sur le fait que les USA allaient peut-être adopter l'ISO 14485. Pour en avoir discuté récemment avec la NSM, c'est pas du tout dans l'air du temps. Pour l'instant, pas avant X années. Donc au jour d'aujourd'hui, soit vous visez uniquement le marché européen, et ce qui vient d'être exposé, effectivement, s'applique progressivement, puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas encore d'organisme notifié capable de décerner des marquages CE dans le cadre du nouveau règlement. Puisque, oui, tant qu'on n'a pas d'organisme notifié à disposition capable de décerner des marquages CE dans le cadre du nouveau règlement, c'est les deux anciennes directives qui s'appliquent, à savoir la 9342 et la 90-385 pour les dispositifs médicaux. Pour ce qui est des États-Unis, l'équivalent de l'ISO 13485 s'appelle les 21 CFR 820 et les États-Unis ont l'habitude de fonctionner de manière totalement autonome. Donc si vous visez également le marché US, il faut l'anticiper dès le départ. Entre autres, il a été exposé les types de systèmes qualité qui pouvaient être utilisés. Ça, c'est uniquement au niveau européen. Si vous envisagez d'exporter aux États-Unis, il faut à ce moment-là envisager un système qualité dès maintenant qui soit conforme aux parties qui vous sont opposables des 21 CFR 820. Alors, il y a des points communs, mais il y a quand même des sacrées différences dans le texte et après dans la manière d'interpréter le texte. D'autres questions ? Très bien, sinon nous allons donc poursuivre par la présentation de Jean-Christophe Gourmanel d'Apsalis pour la mise en conformité aux nouvelles exigences de la norme 13485. Très bien, merci beaucoup. Donc oui, je m'appelle Jean-Christophe Gourmanel, je représente une société de conseil dans le réglementaire qui est pas très loin d'ici puisque nous sommes basés à Pessac. Donc ça va faire la transition, c'est-à-dire que de façon très arrogante, je vais vous dire que nous on travaille à trouver des solutions pour les entreprises sur tout ce que l'on vient d'évoquer en fait. Donc pour vous donner à peu près le profil rapidement, aujourd'hui depuis 2005, Apsalis s'est évertué suite à un essaimage de laboratoire pharmaceutique à reprendre ses activités de conseil dans le réglementaire, l'accompagnement de la mise en conformité. Et de fil en aiguille, il a été opportun en fait de s'associer avec une entreprise qui s'appelle Master Control, qui est une entreprise américaine qui depuis plus de 25 ans développe un système justement de management qualité dont la FDA malheureusement ou heureusement, parce que tout dépend des points de vue, l'utilise aussi pour ses propres besoins. Donc quand on a été sollicité pour développer ça au niveau européen, au niveau francophone, au début, c'était pas forcément évident, puisqu'on allait se retrouver avec un juge et partie sur la même solution. Ensuite, ce qui a été intéressant de voir, c'est qu'en fonction des évolutions donc, des différents dispositifs, au niveau des normes, et justement par rapport à une question qui arrive de plus en plus fréquemment, c'est-à-dire comment je fais pour vendre aux États-Unis, au Brésil, au Japon, en Australie, et est-ce que c'est différent par rapport à l'Europe? Aujourd'hui, l'harmonisation, comme l'a dit M. Biron, c'est vrai que on va dire que le palier s'amoindrit, mais par contre il y a encore des différences significatives. Et dans la gestion, on va dire, hégémonique des systèmes qualité
de certaines compagnies, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de descendants de par rapport, bon, la FDA aujourd'hui fait un peu la pluie et le beau temps pour dire vulgairement les choses. Donc par rapport à ça, donc, nous on s'est intéressé à cette solution, on a voulu la décortiquer, puis on a essayé de développer avec eux un partenariat intelligent dans la mesure, nous Européens, Français, avec nos prérogatives, est-ce qu'aujourd'hui un système qualité qui est utilisé en hégémonie aux États-Unis pouvait être conséquent et être une véritable atout, ou est-ce que vraiment ça pouvait être quelque chose qui était non compatible par rapport aux nouvelles notifications des nouvelles normes européennes. Or, quand on s'aperçoit en fait qu'aujourd'hui on nous demande pour les entreprises, qu'elles soient petites, grandes ou quoi que ce soit, de répondre aux mêmes prérogatives sans forcément se préoccuper des ressources initiales de ces entreprises, comment on fait? Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle ou tout ce qui est logiciel de développement hacké ont permis, alors nous, voilà, des experts métiers, voilà, de s'intéresser à l'informatique et d'essayer de transférer en fait cette science de tête grise directement aux informaticiens qui eux développaient des logiciels et sans forcément avoir une expertise métier. Et la rencontre s'est faite, donc je vais venir donc, à cette association que nous avons fait avec Master Control, qui ont eux depuis 25 ans cette démarche. Donc c'est-à-dire qu'il y a des anciens inspecteurs de la FDA qui travaillent chez eux, donc forcément on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose de cohérent. Mais on a des ponts qui sont faits avec les institutions européennes et des négociations qui se font au niveau du développement. Donc je vais peut-être passer à la suite. On se retrouve donc sur un environnement qui est mondial. Nous, on s'inscrit en tant que partenaire aujourd'hui d'un réseau qui est assez conséquent, Master Control, qui se retrouve au niveau international et qui, nous, on s'occupe de la partie francophone et qui développe ses partenaires à certification pour développer un apport local, c'est-à-dire que chaque pays, chaque entreprise a déjà sa problématique de langage. Donc pour tout ce qui est formation et compréhension des normes, c'est quand même intéressant d'avoir des interlocuteurs locaux pour pouvoir répondre, mais aussi avoir une harmonisation et puis une échelle de réflexion. Donc ça c'est, voilà, nous on se situe là-dedans, on a 10 experts aujourd'hui certifiés au niveau francophone qui peuvent avancer sur ces projets, et ensuite il y a à peu près une trentaine d'experts locaux dans différents pays dans le monde, et Master Control qui chapeaute tout ça en fait. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que c'est Master Control? Comme je vous disais, c'est une solution web, c'est un logiciel à la base qui est développé depuis plus de 25 ans. Il y a eu à peu près plus de 90 millions aujourd'hui de dollars d'investissement dans la recherche et développement de cet outil, donc c'est assez conséquent. Et on se retrouve donc, comme parmi tant d'autres, à avoir des solutions qui se sont développées aussi vers les startups. Donc ça, c'est quand même un point qui est important, parce que nous, avec Apsalis, on a à cœur en fait ce développement. C'est que, comme ça a été signalé, il est difficile pour une jeune entreprise, avec des moyens limités, d'accéder à ce type d'outils, puisque souvent ce sont des investissements longs, coûteux, et parfois avec des besoins d'expertise, des ressources qui font manque à tort pour ces entreprises. Donc nous, on les accompagne là-dessus, et ils ont développé, selon nos conseils, une porte d'accès. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'était juste pour vous dire qu'aujourd'hui, des sociétés qui sont plus ou moins reconnues en termes, aujourd'hui à peu près 1000 clients référents dans le monde, d'une conséquence importante. Il y a à peu près 400 startups aux dernières nouvelles qui ont passé le cap avec ce type de logiciel. Et ça leur permet d'accéder rapidement en fait, à la mise sur le marché de leur logiciel, de leur solution, de leurs produits, dans les nouvelles normes, notamment européennes également, mais surtout internationales. Donc voilà, on parle de MDSAP, ce genre de choses, mais aujourd'hui on ne va pas forcément rentrer dans le détail. Donc, je vais peut-être passer à la suite, rentrer au cœur du sujet. Donc moi je voulais attirer juste, parce que sur le peu de temps que l'on a, quelques points pratiques aujourd'hui d'un système qualité. Si vous devez en choisir un ou en conseiller un ou étudier quel est le système qualité qui pourrait aujourd'hui, de système électronique, parce qu'on va rentrer sur ce thème-là, qui pourrait vous convenir, dans la mesure où il faut qu'il rentre, s'il vous plaît, voilà. Donc moi je me suis attaché à vous donner par exemple ces nécessités qui sont assez exprimées dans la norme ISO 13485 aujourd'hui. Donc on a la nécessité de la création d'un système de gestion de la qualité pour les dispositifs médicaux, bien sûr. Maintenant, il faut avoir mis en place donc, des procédures de qualité conformes avec cette norme
Et il faut documenter, contrôler, toutes ces dernières doivent être contrôlées, documentées et révisées de manière efficace. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui on doit avoir un système documentaire. À peu près 70% aujourd'hui encore des entreprises travaillent sur un système papier, donc c'est-à-dire on est avec notre fichier Excel, avec toutes les problématiques que ça implique, de suivi, de course pour les qualiticiens, aller chercher des signatures ou retrouver le bon fichier, puis lorsqu'on se retrouve face à un audit, c'est voilà, on bloque tout, tout est figé, et au final on ne fait plus de la qualité, mais on fait plus que de la course derrière les documents. Donc il faut absolument, aujourd'hui, nous, notre conseil, et bon, c'est plus objectif à ce moment-là, mais il faut s'équiper aujourd'hui d'un système électronique en corrélation avec ces besoins-là, et il faut absolument que ce système réponde aux normes. Aujourd'hui, CFR 21 partie 11 pour tout ce qui est US, CFR 21 par 820, bien sûr, pour tout ce qui est aujourd'hui répandu à l'international. Si on n'a pas ces systèmes-là, ça va être très difficile de toute façon d'être concurrentiel, de mettre sur le marché. Donc ça c'est un choix en amont. Nous on le voit au niveau des startups, il faut absolument plutôt on intègre la qualité et un système dans son process, plus vite on va avoir un retour sur investissement, on ose le dire nous, parce que tout ce que vous avez fait au début, vous n'avez plus à le faire après. Et on voit qu'il y a un cercle vertueux à le mettre en place. Donc rapidement, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, il faut absolument qu'on puisse aujourd'hui indiquer le motif de tout changement de document, par exemple. Tous les logiciels ne le font pas. Il y a aussi la détection de toutes les modifications avec la traçabilité et l'audit trail de chaque intervenant. On parle de data integrity aujourd'hui. Alors voilà, là c'est un grand débat. Il faut pouvoir être capable de vérifier, de démontrer et de valider que son logiciel correspond à ces normes. Voilà, qui ne sont pas encore définies. Mais bon, voilà, on doit le faire, mais on ne peut pas. Mais bon, en tout cas, voilà. Et puis, il faut répertorier dans des rapports système analytiques. Donc, il faut être en mesure de pouvoir localiser en temps réel, le plus rapidement possible, toutes les informations qu'on peut vous demander et la traçabilité, pouvoir les documenter et vérifier comme on devrait toujours pouvoir le faire. Maintenant, tous les logiciels ne le font pas. Donc ça, c'est un point clé qu'il faut identifier, s'il vous plaît, par la suite. Notre point dans le 13485 qui évalue, c'est l'analyse. Voilà. Aujourd'hui, il y a des relations avec les fournisseurs. Il faut être en capacité aujourd'hui de pouvoir dire avec qui on traite, de pouvoir aujourd'hui avoir une approche analyse de risque en plus. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir codifier et quantifier toutes les relations que l'on a avec ses fournisseurs. Donc ça va être aussi un point très très important sur les différents concepts d'analyse de risque et gestion de risque. Il faut être en capacité de pouvoir créer des workflows et de les démontrer, d'avoir des vraies signatures électroniques, ça aussi il faut pouvoir le prouver. Il faut avoir fait signer tous ses collaborateurs pour être en mesure de pouvoir le tester. Et puis en fait la procédure de qualification des fournisseurs doit être basée sur le risque, mais je dois dire presque tout doit être basé sur le risque aujourd'hui, surtout avec la nouvelle norme. Voilà. Un autre point s'il vous plaît. Ensuite on a, je ne me trompe pas, oui, la notion de non-conformité, c'est comment les traiter. Aujourd'hui, il faut avoir un formulaire de bonne pratique. Ça, c'est classique, hein, je veux dire, tout le monde l'a plus ou moins, ou du moins est en devenir de le créer. Maintenant, il faut avoir un traitement de non-conformité qui puisse être lié à tout événement par la suite. Donc, c'est-à-dire que il faut avoir des copies contrôlées, il faut avoir un système, on est toujours dans un système de gestion documentaire très importante, mais ça c'est vrai que les auditeurs vont être très vigilants sur ce genre de choses par exemple. Donc on va passer à la suite. La formation. Tous les collaborateurs, un exemple simple, vous utilisez des logiciels de différentes langues, en anglais par exemple. Si vos collaborateurs sont amenés à l'utiliser, il faut pouvoir démontrer que ces collaborateurs savent parler anglais et soient diplômés pour pouvoir le comprendre. Ça peut être une question toute simple et toute piégeuse, donc ça c'est un point important aussi à faire signaler. Donc un logiciel, peu importe comment vous allez l'utiliser, mais il faut pouvoir démontrer que ses collaborateurs soient bien formés. Donc aujourd'hui, ce n'était pas forcément le cas, aujourd'hui il va falloir vraiment attacher, dès qu'un document, une procédure par exemple, est amenée à être retouchée ou quoi que ce soit, il faut s'assurer que ses collaborateurs ont les connaissances au jour, pouvoir le démontrer, le vérifier, le valider.
Voilà, donc ça aussi c'est important que vous l'ayez dans une solution. Donc le niveau de formation, c'est des méthodologies. Bon là je vais passer, c'est juste un point pour attirer sur le fait qu'il faut pouvoir aussi donner des statistiques d'évaluation de toute la vie d'un salarié ou d'un collaborateur doit pouvoir être tracé et démontré justement même dans le cas d'un audit externe ou de tiers. Comme chez les fournisseurs d'ailleurs aussi. On va nous demander. Alors, la gestion des CAPA. Alors souvent, nous, on vient nous voir, voilà, j'ai besoin de mettre en place mon système CAPA, comment on fait, il faut quelque chose de simple, je m'en sors pas. Bon. La nouvelle norme précise aujourd'hui pour les DM qu'un formulaire précis soit mis en place, fasse partie donc, des bonnes pratiques au niveau donc, de l'entreprise et que toutes les informations soient renseignées de façon automatique. Ça, c'est un plus qui, aujourd'hui, n'est pas forcément avancé, mais il faut éviter toute perte de données ou copie de données par une tierce personne. Si vous avez la possibilité d'enregistrer un événement, cet événement soit repris directement dans un processus CAPA, là, vous avez gagné. Si vous vous retrouvez avec des documents parallèles, avec des procédés qui vont s'entrecouper, et souvent on a des pertes d'informations, et souvent on peut se retrouver avec soit simplement des CAPA qui vont simplement nous donner la capacité de pousser le tas de sable et puis on n'a rien résolu, ou alors automatiquement des situations où on ne règle rien. Ça souvent on le voit et puis après on arrive avec le CAPA de CAPA et c'est assez terrible. Donc ça aussi aujourd'hui, les événements électroniques vont pouvoir amener ce genre d'amélioration. Voilà. Les audits, bon ça bien entendu, 3 types d'audits. Il faut pouvoir être en mesure de les gérer. L'avantage aujourd'hui de ces nouvelles techniques, c'est que on va pouvoir retrouver rapidement tous ces documents, et puis avoir des dossiers conséquents mis à jour sans avoir forcément à avoir à passer des semaines et des semaines à courir après ces documents. Maintenant, les auditeurs ont été beaucoup formés, surtout aux États-Unis, pour aller chercher les problématiques électroniques. Le data integrity, apparemment, on voit que ça se développe énormément. Donc, ils vont être très curieux sur la validation du logiciel aujourd'hui. Donc, si vous avez des logiciels pour gérer votre système qualité, pensez à la validation. Je sais que tout le monde y pense, mais parfois, c'est un peu délicat. Puis ça prend du temps, ça coûte cher, donc finalement. Donc, des logiciels validés, il en existe. Donc, regardez-le. Si vous en avez besoin. Voilà. Donc après c'est un point essentiel. Et puis pour aboutir, l'idée aujourd'hui d'avoir le traitement des réclamations clients, c'est un point essentiel aussi aujourd'hui qui va être attendu dans le suivi dans le temps. Donc avoir un outil avec un formulaire bien spécifique et avoir un processus simple qui va pouvoir gérer le traitement de la réclamation, l'étape de l'investigation interne et puis après la résolution, ça c'est aujourd'hui un must-have vulgairement pour le traitement de la réclamation. Donc voilà, donc ça c'était les points sur les gaps qu'il y avait. Aujourd'hui on se rapproche de plus en plus vers des normes qui se rapprochent vers la pharma, enfin ce que déjà la pharma connaissait. Donc tout ce qui est DM aujourd'hui tend à devenir quelque chose avec ce niveau de rigueur. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours les opposer, il faut toujours cette guerre, mais bon, c'est assez... voilà. Donc, beaucoup de nouveautés, il y en a plus que ça, hein, mais ça, c'est des points qui nous semblent importants parce que souvent ils passent à l'as, on ne s'y interroge pas. C'est en fonction donc, de la version 2016 de l'ISO 13485. Donc, il y a peu de temps pour y passer. Maintenant, nous, on s'aperçoit que les choix sont faits, donc il faut absolument s'armer d'une étude spécifique et de se dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui je passe mon système papier à quelque chose d'électronique, mais à ce moment-là, comment je procède et tout. Donc pour ça, il faut absolument voilà, solliciter vos directions si vous êtes dans la qualité, trouver des experts pour vous accompagner, parce que ça sera clé de toute façon pour les marchés demain, surtout au niveau des DM. Sans ça, voilà, bon. Voilà, je vous remercie. Merci. Des questions peut-être à M. Courmanel pour cette intervention? Il fait chaud.
On a soif. Oui, bonjour. Je m'interrogeais s'il existait des procédures allégées ou des chemins de traverse pour les petites startups, parce que c'est bien joli tous ces documents, mais pour une petite structure, c'est impossible à gérer. Alors, il existe aujourd'hui, bien entendu, des solutions sur ces différents types de logiciels qui déjà proposent ce que l'on appelle, nous, des jumpstart. Vous avez déjà des protocoles, des procédures qui sont préétablies suivant les réglementations, et vous n'avez plus qu'en fait à mettre votre logo et puis à remplir, et c'est du moins des formulaires avec des workflows que vous pouvez paramétrer en fonction de votre organisation. Donc ça, ce sont des solutions qui existent déjà maintenant depuis 5 ans sur ça. Alors après, c'était surtout sur des solutions qui étaient dites premium, donc avec un billet d'entrée assez important. Donc c'est peut-être pour ça que ça ne s'est pas vu, mais aujourd'hui on trouve ce genre de choses. Donc pour une petite start-up, on peut très bien facilement avoir des procédures pas out of the box comme ils disent, mais où il y a un minimum de paramétrage à faire et on peut directement démarrer, quoi. Question, je pose une question piège, ça coûte combien un système pareil? Alors ça dépend en fait, ça va dépendre du nombre de personnes qui vont devoir utiliser, parce que souvent ce sont des systèmes de licence, soit par personne ou alors dites flottant, donc c'est-à-dire que vous allez avoir une licence qui va vous limiter le nombre d'utilisateurs connectés en même temps, mais après vous en avez autant que vous voulez. Donc ça va être des coûts différents en fonction des solutions, mais ça va être, je sais pas, tout dépend de quoi on parle après. Est-ce que vous voulez tout gérer? Est-ce que vous voulez juste une GED? Est-ce que vous voulez tout ça? Il y a plein de paramètres qui sont pris en compte. Est-ce que vous allez le faire héberger? Est-ce que vous êtes dans le cloud? Est-ce que vous avez une infrastructure? Est-ce que vous avez des ressources à l'interne? Est-ce qu'il va falloir demander quelqu'un pour vous valider ce logiciel? En fait, souvent, on s'aperçoit que le projet devient conséquent pas parce que c'est forcément cher, mais parce qu'il y a énormément de temps et de ressources par rapport à ce qu'on nous demande réellement, en fait. Donc, pour répondre plus pratiquement, aujourd'hui, il y a des solutions, il faut compter, alors, je sais pas, pour des startups, aujourd'hui, on arrive avec des solutions, avec un ticket d'entrée pour pouvoir démarrer entre une centaine de dollars, je veux dire, par personne, par mois. Vous avez quelque chose de validé, de cohérent et de présentable après pour pouvoir utiliser tout ce qu'il faut, une GED, des événements qualité, des audits. Après, il y a tout l'impact sur l'organisation, parce que du coup, on perd en agilité puisqu'on passe son temps à remplir des documents. En fait, c'est pas plus différent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout dépend comment vous le voyez, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect économique. Ouais. Il faut le transformer en cercle vertueux. C'est-à-dire que si vous avez les bonnes personnes formées et qui aujourd'hui ont des outils qui vont vous faire gagner énormément de temps, parce que la plus grosse des problématiques, c'est de courir après les documents. Quand vous êtes dans une petite équipe de start-up, ça va vite. On est quelques-uns, on peut se communiquer, on est entre nous, on est dans le même bureau souvent. Mais dès que vous commencez à prendre un petit peu d'envergure, et c'est ce que toute entreprise tend à faire, je pense, il faut avoir déjà une logique d'organisation et de gestion qui va permettre ce développement. Ne pas l'anticiper, là on est sur du lean, hein. Enfin, je veux dire, ne pas anticiper sur le long terme. Aujourd'hui, une nouvelle réglementation nous demande à ce que les CEO ou quoi que ce soit soient de plus en plus informés et formés même. Il y a une sensibilité. Alors oui, il y a un investissement, mais franchement, je pense qu'il y a un retour sur investissement. Si on est sur des méthodes agiles, si on gère le lean, si vraiment on a une équipe, voilà, il y a un coût à la qualité, mais le coût de non-qualité, ça, jamais personne n'a su y répondre, mais il est énorme. Après, voilà. Pensez-y. Moi, je voudrais donner le point de vue de l'utilisateur. Il se trouve que... Vous voulez que j'aille devant? Bon, je vais devant. Il se trouve que, bon, Monsieur Bourmanel vous a donné le point de vue de l'éditeur, hein, non, pas forcément du méchant. Moi, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'utiliser en tant que consultant ce type de système. Alors, c'est vrai que quand on regarde entre l'avant nouveau règlement et l'après nouveau règlement, très clairement, et qu'on le veuille ou non, de toute façon, ça va se traduire par une augmentation du nombre de documents, une augmentation aussi considérable, assez considérable de la quantité de données. Donc après, comme l'a très bien expliqué M. Bourmanel, après, quand on est très peu, qu'effectivement on a peu de documents à gérer, ça se gère relativement facilement au format papier. Après, ce qui va faire, si vous voulez, que le système va au bout d'un moment s'emboliser,
c'est la masse de documents, la vitesse à laquelle, l'agilité, donc la vitesse à laquelle il faut les renouveler, et donc le nombre de personnes qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Je prends juste un exemple. Au début, tout le monde est dans le même bureau, on ne se déplace pas trop, tout va bien. Donc on a une non-conformité, ça se gère dans le même bureau, pas de souci. Et à partir du moment où tout le monde commence à être un peu éclaté à droite à gauche, comment gère-t-on une non-conformité qui doit être déclarée en temps réel, qui peut être investiguée par différentes personnes, il faut la passer en CAPA, qui gère la CAPA, est-ce qu'elle est sur le site, est-ce qu'elle est ailleurs? Ça devient forcément compliqué. Là, effectivement, les systèmes électroniques ont un réel avantage. Et il y a un autre avantage aussi, dans ma carrière de consultant, une partie non négligeable de mon activité, c'est les pré- et post-inspection, mais surtout pré. On a le GMED qui arrive dans 3 semaines, on n'est pas prêt, au secours, venez nous aider. Et qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on rattrape une partie du retard. Et ce qui est quelque part intéressant dans ces systèmes, c'est quelque part un peu un rouleau compresseur. Dans le workflow, par exemple, pour rédiger un document, vous êtes désigné pour vérifier ce document, ça fait 15 jours que ça attend. Vous allez prendre un mail automatique de rappel. La première fois, vous allez laisser ça de côté. Puis le lendemain, poum, si c'est ça que vous avez paramétré, vous en prenez un autre, puis un autre. Puis au bout d'un moment, qu'est-ce que vous faites? Vous en avez assez, vous vérifiez le document, et hop, il repart dans le workflow, et c'est ça, entre autres, qui permet d'écluser la charge documentaire en temps et en heure. Parce que dès qu'on la laisse s'accumuler, on a toujours plein d'autres choses à faire, automatiquement ça devient plus dur à rattraper, plus c'est dur à rattraper, plus on reporte, et ça peut être un cercle vicieux. Merci pour ces échanges. Si vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à les apporter au cours du moment convivial qui aura lieu à l'issue de la présentation. Donc je vous invite, on va poursuivre la présentation par celle de l'entreprise Weiss Technique représentée par Sébastien Marie. Bonjour à toutes et à tous. Donc je travaille chez Weiss Technique depuis 4 ans maintenant, et Weiss est spécialisé dans les moyens d'essai de la simulation environnementale. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la simulation environnementale ou pas? Donc je vais prendre des exemples qui vont parler à tout le monde. Donc le premier en fait, c'est que vous appliquez des conditions chaud, froid, humidité, donc de la température, de la corrosion, du vide spatial pour pouvoir tester des produits. Donc typiquement, pour vous mesdames, vous avez des fabricants de marques de sacs de luxe. Donc je prends tous les sacs de luxe qui sont testés. Donc en fait, vous avez l'impératif d'avoir le même rendu qualité sur le cuir, que le sac soit acheté en France, soit acheté à Dubaï, soit acheté à Singapour. Et donc en fait, ces clients-là mettent leur sac dans nos enceintes climatiques et ils appliquent des conditions, donc du chaud, du froid, de l'humidité, pour voir comment évolue le cuir dans le temps. Vous avez aussi des matériaux, vous avez aussi des pièces métalliques. Il ne faut pas non plus que la pièce métallique se corrode pour pouvoir abîmer le sac. Il y a aussi des sacs avec plusieurs couleurs, donc il ne faut pas non plus avoir un transfert d'une couleur sur une autre. Et donc voilà, donc vous avez aussi des fabricants de produits cosmétiques qui en fait nous demandent de construire des chambres pour eux dans lesquelles ils mettent des femmes qui sont maquillées. Donc en fait, ils font de la simulation à l'intérieur, donc ils mettent du chaud, du froid, de l'humidité, et ils regardent la tenue du maquillage sur le visage. Donc, voilà. Et voilà, en fait, il faut savoir aujourd'hui que tous les produits que vous utilisez dans la vie quotidienne sont testés, que ce soit vos lunettes, vos téléphones, sont testés aussi dans des conditions environnementales. Vous avez des voitures, des avions, toutes les cartes électroniques. Aujourd'hui, tous les clients font la simulation environnementale et des tests. Donc on intervient à la fois dans la R&D, dans le contrôle qualité et aussi dans les lignes de production. Donc Weiss Technique fait partie d'une fondation du centenaire qui s'appelle Schunk. Donc nous sommes 8000 dans le monde et Weiss Technique est 2300 personnes. En France, Weiss Technique France représente 250 personnes avec 3 sites de production. Et en fait, Weiss s'est implanté en France sur de la croissance interne, mais aussi de la croissance externe en rachetant des sociétés, et notamment 2 sociétés qui sont situées à Saint-Médard-d'Héran.
Et quand le groupe Weiss rachète des sociétés, pour pas qu'il y ait des doublons en termes de fabrication, chaque site racheté se voit allouer à une ligne de production. Et donc en France, nous sommes devenus experts dans la business area pharmaceutique. Donc en fait, on développe des produits pharmaceutiques et des produits qui sont des enceintes climatiques pour les laboratoires. Je vais vous montrer. Voilà, donc tous les clients aujourd'hui font de la simulation environnementale, font des essais. Donc que ce soit dans le domaine automobile pour tester des voitures, que ce soit dans le domaine électronique pour pouvoir tester, je vous parlais tout à l'heure de vos téléphones, vous avez vos ordinateurs, tout ce que vous utilisez aujourd'hui en termes d'électronique est testé. Vous avez aussi dans le domaine de la pharmacie, ça je viendrai plus en détail tout à l'heure. Vous avez aussi dans le domaine de l'aérospace, où vous avez des fabricants de satellites qui nous demandent de reproduire les conditions spatiales. Donc on recrée dans des grands simulateurs spatiaux du vide. Et ça permet aux clients de tester les satellites sur Terre avant de les envoyer dans l'espace. Vous avez aussi dans le domaine de la biologie, et après dans le domaine industriel, donc on a des fabricants de chocolat, dans le domaine vinicole aussi, vous avez des clients qui testent le vieillissement des bouchons. Donc en fait, tout est, même on a des clients qui testent les vêtements aussi, tout est vraiment testé et on intervient dans tous les domaines d'activité. Voilà, donc là vous avez des grandes chambres. Là vous avez des grandes chambres dans le domaine automobile. Ah, ça marche pas. Là vous avez des systèmes de stérilisation, vous avez encore des chambres, vous avez un simulateur spatial et on intervient aussi dans la culture de plantes, qui est un domaine qui est en expansion dans le monde en ce moment. Je vous montrerai à la fin. Voilà, donc dans le domaine de la stabilité de la pharmacie, on travaille dans 4 grands secteurs. Donc le premier, c'est des enceintes de stabilité, où là nos clients mettent leurs composants et font des essais de stabilité. Donc c'est des essais plus ou moins long terme, avec des différents degrés de température, d'humidité. Nous faisons aussi des enceintes pour la croissance de plantes. On fait aussi dans le domaine des laboratoires des systèmes de Sorbonne et des systèmes d'isolateurs pour pouvoir manipuler les produits, donc avec des flux laminaires, avec des systèmes de filtres pour pouvoir protéger les utilisateurs des environnements contaminés. Nous travaillons aussi dans le domaine de la stérilisation, où on fait des études pour pouvoir stériliser par exemple des poches sanguines avant les transfusions. Et nous faisons aussi beaucoup de domaines dans les salles blanches et aussi dans tout ce qui est dans le domaine opératoire, où on a plusieurs brevets sur des plafonds de salles d'opération avec des flux laminaires qui servent à protéger les patients et le médecin de tout ce qui peut être nocif en termes d'atmosphère. Voilà, donc dans le domaine pharmaceutique et médical, nos produits sont dirigés par une directive qui s'appelle le GAMP. Et aujourd'hui, vous avez la 5e version. Donc en fait, c'est un ensemble de directives et de listes de procédures qui en fait définissent des bonnes pratiques pour développer des produits pharmaceutiques. Et ça concerne non pas juste, on prend un échantillon sur la chaîne de fabrication et on le teste. Cette directive concerne vraiment l'intégralité de la fabrication et du cycle de développement du produit. Que ce soit dans le domaine de la spécification, dans le domaine de la rédaction du cahier des charges produit, dans le domaine aussi de la mise en œuvre du test du produit et aussi dans le contrôle qualité derrière. Donc là, ça reprend le cycle de développement qui s'appelle du cycle en V, où vous avez en fait des itérations à chaque fois qui vous permet en fait de définir quel est votre besoin. À partir de là, vous développez votre produit, vous le testez et en fonction des résultats, vous remodifiez votre cahier des charges. Et donc vous avez une boucle itérative qui permet d'avoir un produit qui correspond à votre cahier des charges et aux besoins. Tout est fait pour en fait garantir l'intégrité du patient, pour garantir aussi un produit de qualité et surtout, on parlait tout à l'heure de l'intégrité des datas pour avoir une certaine traçabilité. Voilà, donc dans le cadre de nos enceintes climatiques, donc qu'est-ce qu'on a besoin pour être conforme à cette directive GAMP? Donc d'avoir un cahier des charges qui définit en fait des conditions d'essai avec des protocoles. Il faut aussi définir des volumes, il faut définir aussi des procédures d'opération. On parlait tout à l'heure des utilisateurs. Donc là c'est pareil, c'est définir quels sont les utilisateurs, quels sont leurs niveaux.
On parlait de traçabilité aussi, donc il faut savoir aussi comment archiver les résultats des essais. On parlait aussi de la documentation, donc là c'est tout ce qui est le manuel qui sert à utiliser la machine. On parlait de la qualification, donc une fois que nous avons installé notre produit, il y a toute une phase qualificative pour pouvoir s'assurer que le produit que vous achetez est conforme à votre cahier des charges. Et vous avez derrière aussi tout ce qui est calibration, donc c'est l'étalonnage pour assurer l'homogénéité du produit par rapport à votre cahier des charges toujours. On parlait tout à l'heure de formation, donc il y a de la formation et il y a aussi du service et de la maintenance pour pouvoir garantir le cycle de vie complet du produit. Tout à l'heure, je vous parlais des tests, des protocoles d'essai. Donc, on en a parlé tout à l'heure de directive ICH. Donc là, dans le domaine de la stabilité, j'ai entendu parler tout à l'heure de l'ICH. Donc vous avez en fait plusieurs protocoles ICH. Donc vous avez le Q11 qui définit en fait la stabilité sur des produits. Ça permet en fait de mesurer les pertes en eau dans le temps. C'est ça. Et donc voilà, donc vous avez sur l'ICH, vous avez des essais à long terme, des essais moyen terme, des essais de vieillissement accéléré. Vous avez aussi de l'ICH qui définit la sensibilité des produits à la lumière. Donc tout ça, en fait, les essais se normalisent. Et donc maintenant, vous pouvez comparer des pommes avec des pommes parce que vous avez des standards dans le domaine des essais. Nous, notre logiciel de pilotage est certifié, donc on parlait de FDA tout à l'heure, comme on est le centre de compétences dans le monde entier. Donc quand un produit pharmaceutique est fabriqué en France, il peut être vendu très bien en France, mais au Brésil, au Japon, en Allemagne, partout dans le monde. Donc on est obligé de s'adapter aux différentes réglementations. Donc c'est pour ça que nos produits sont certifiés selon les différentes directives. Donc là, les deux principales, plutôt la FDA et le GMP européen. Alors, juste... Voilà, donc, pour la traçabilité, donc quand vous mettez vos produits à l'intérieur des enceintes climatiques, on a défini un certain nombre de protocoles. Donc vous avez premièrement la gestion des codes barres. Donc ça permet en fait d'avoir la traçabilité par rapport à vos échantillons. Et donc tout ça est informatisé, est enregistré pour que vous puissiez derrière avoir une certaine traçabilité. Après, en termes de data integrity, donc il faut vraiment s'assurer que les personnes qui sont compétentes pour pouvoir intervenir sur le système puissent y accéder. Donc on a des sécurisations et des niveaux d'accès différents, avec différentes possibilités d'intervention et de modification des paramètres et des protocoles sur la machine. Et donc on a développé aussi, donc vous avez des capteurs pour enregistrer les ouvertures, fermetures de portes, et vous avez aussi un module que nous avons développé qui s'appelle le e-sign, qui permet en fait de reconnaître l'utilisateur en fonction de sa signature. Donc vous avez un panel sur lequel on enregistre les vitesses de déplacement, la pression exercée par le stylet, l'inclinaison du stylet aussi, et donc un certain nombre de paramètres pour pouvoir authentifier l'utilisateur qui va intervenir sur la machine. Donc quand nous installons des machines, derrière nous faisons passer un organisme indépendant qui va venir certifier selon qui va en fait qualifier la machine. Donc il va qualifier l'installation de la machine, il va qualifier l'opération, c'est-à-dire que tout fonctionne correctement, et derrière on va qualifier les performances. Donc là, on fournit donc toujours en fonction du modèle du cycle défini par le GAMP 5. Et donc bon, derrière on revient sur la calibration, sur les contrats de maintenance, donc c'est vraiment partie du délivrable que nous avons l'habitude de faire pour nos clients. Alors là, j'ai choisi de prendre un exemple, donc les applications dans le domaine médical, donc tous les intervenants pharmaceutiques sont nos clients. Donc pour des composants, on travaille aussi sur le domaine du cœur artificiel, où ils viennent tester le cœur dans des conditions salines à l'intérieur d'une enceinte climatique. Comme ça, ils testent les oscillations, les variations de la partie électronique, la partie mécanique. Et on travaille, bon, je vous prends un exemple tout à l'heure, c'était dans le domaine de la croissance de plantes. Donc en fait là vous avez des différents plants qui ont été positionnés dans une enceinte climatique pour pouvoir les développer. Et donc on peut voir qu'en fonction de la position du pot, on a de la croissance qui est différente. Donc vous avez des plantes qui sont petites sans fleurs, d'autres qui sont grandes sans fleurs, petites avec fleurs. Donc il y a vraiment des conditions qui sont des plants qui sont complètement hétérogènes et on n'a aucune homogénéité.
Donc là-dessus, par rapport à ça, est-ce que l'essai est réussi ou pas? Ça dépend de la spécification. Si le besoin client était de faire germer tous les plants, je peux vous dire que l'essai est réussi. Si jamais c'était d'avoir des plants avec des fleurs, à ce moment-là, son essai est raté. Donc c'est pour ça que c'est très important pour vous, fabricants ou laboratoires, de définir vos besoins, d'avoir une certaine traçabilité sur la qualité pour avoir un produit fini de bonne qualité. Voilà. Bon, ça c'est, voilà, il faut voir qu'en Allemagne, aux États-Unis, c'est des choses qui ont été légalisées, donc on a de plus en plus de clients qui nous demandent de fabriquer des grandes chambres dans ce domaine particulier. Voilà, c'est juste un clin d'œil pour la conclusion. Merci. Quelques questions pour Vice Technique? Allez-y. Bonjour. Alors, j'ai une question qui va regrouper un peu ce qui a été dit avant sur le traitement des données, l'enregistrement des données. Et je rebondis sur ce que vous avez présenté, c'est-à-dire que vous faites, dans le cadre de la fabrication de vos matériels, des qualifications, d'installation, d'installateur. Moi, je voudrais savoir sur la partie qualification opérationnelle, la qualification qui est faite en fonctionnement, soit la réception ou en fonctionnement, en performance. Et je me pose la question, parce que je suis aussi confronté à ça, c'est que d'autre part on dit l'évolution c'est le traitement de la donnée, d'avoir de plus en plus de systèmes automatisés, des signatures électroniques, et pourtant sur la pharma notamment, on a plutôt une, je dirais historiquement et encore aujourd'hui, une fâcheuse tendance à demander aux intervenants post-production de faire des interventions écrites. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit tracé et signé, contresigné, etc. de manière manuelle. Parce que les pharmaciens aiment bien l'écrit. Donc ma question c'est comment va évoluer finalement cette relation qu'on peut avoir, d'une part avec une réglementation qui va nous obliger à traiter peut-être plus de données de manière informatique, et sur le terrain, se confronter à des, on va dire, des pratiques, des bonnes pratiques, on dit des GMP, il y en a d'autres, où on doit finalement conserver cette traçabilité écrite. Et donc pour le client, il y a un laboratoire en France assez célèbre qui a à peu près, je ne sais pas, entre 2 et 3 tonnes de papier rien que pour la qualification de ces installations. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les clients, comme il y a des contraintes... Pardon. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des contraintes qui sont de plus en plus sévères dans le domaine de la traçabilité, parce qu'il y a eu différents scandales dans le domaine pharmaceutique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc ce sont nos clients aussi, et aujourd'hui, c'est vrai que nos moyens doivent répondre à de plus en plus de normes. Et aujourd'hui, quand j'ai commencé chez Weiss, il y a 4 ans, il y avait peut-être une demande sur 3 qui était de faire de la qualification et de faire de la traçabilité. Aujourd'hui, 100% de nos clients demandent d'avoir cette traçabilité, cette qualification. En fait, c'est une assurance pour vous que le système correspond bien à votre cahier des charges. On a des clients, par exemple, je parlais tout à l'heure de la stérilisation des poches pour des transfusions sanguines. Quand on voit le résultat de la croissance de plants, si vous avez différentes poches dans une étude pour stériliser les poches, si vous avez un point qui n'est pas à température, à la même température que les autres, vous pouvez soit détruire les globules, soit ne pas les stériliser. Et donc c'est très très important en termes de qualité pour vous d'avoir l'assurance que le produit qui est testé réponde à votre cahier des charges. Et ça effectivement c'est des coûts, c'est du temps, mais derrière vous avez une assurance qualité, vous avez un certain confort qui vous permet de développer votre produit en toute sérénité. J'ai beaucoup travaillé moi dans le domaine automobile pour un constructeur français qui effectivement avait tendance à négliger les essais. Donc il y avait des choses qui étaient lancées en production sans être 100% validées et ça entraînait des rappels. Jusqu'au jour où il y a un rappel qui était plus sévère que les autres a généré de la non-qualité à hauteur de plus de 200 millions d'euros, de changer toutes les pièces sur toutes les voitures
en rappel. Donc c'est de la non-qualité à un coût qui est démentiel aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'au final, vous allez peut-être dépenser plus au début pour la traçabilité et pour cette assurance qualité. Mais derrière, vous êtes sûr d'avoir un produit conforme et un produit sur lequel vous aurez moins de problèmes de qualité. Je ne sais pas si ça répond à votre question. À moitié, mais on en parlera tout à l'heure. Je voudrais juste ajouter un élément. En fait, d'un point de vue réglementaire, on parlait des GMP Pharma. Là, faut que je retourne. D'un point de vue réglementaire, les GMP Pharma vous laissent l'entière liberté d'une traçabilité papier ou d'une traçabilité informatique. Par contre, elle doit avoir le même niveau de sécurisation. Donc, comme ça a été expliqué, la traçabilité, par exemple, des entrées et sorties d'échantillons dans votre étuve ICH doit être aussi précise, si vous voulez, aussi fine que vous utilisiez une traçabilité informatique ou une traçabilité papier. Mais en aucun cas, il n'y a aucun texte aujourd'hui qui vous impose d'avoir une traçabilité papier. Par contre, vous n'avez aucune obligation, mais derrière, si jamais vous avez un problème sur des échantillons, par exemple, dans le domaine de la pharma, vous avez cette réglementation vous impose de garder des échantillons de fabrication pendant une dizaine d'années. Donc ça veut dire que si jamais vous avez des rappels sur des produits, sur des molécules, des choses comme ça, vous avez forcément cet échantillon-là en stock chez vous pour pouvoir faire du contrôle qualité, essayer de déterminer l'origine du problème. Et donc effectivement, ça génère à chaque fois des coûts et des contraintes, mais derrière, vous avez une sécurité. Et surtout aujourd'hui, on est dans un environnement macroéconomique qui fait qu'à chaque fois, il faut toujours se justifier, prouver que nous avons fait les choses selon les règles de l'art, et ce système-là permet de le faire. Très bien, s'il n'y a plus de questions, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, à remercier l'ensemble des intervenants pour toutes ces informations très riches que nous avons pu avoir aujourd'hui. Remercier aussi l'ensemble de mes collaborateurs pour l'organisation de cette journée, donc Sandrine, mais aussi le GIPSO et Unitech pour l'organisation. Et puis, le prochain biomeeting, date à déterminer, mais donc d'ici 3 mois environ, au mois de décembre environ, on vous tiendra informé de la date prochainement. Voilà. Parce que nous avons notre forum santé. Juste une petite annonce, ce sera sûrement au mois de novembre, puisque en décembre, nous avons le 11 décembre notre forum santé sur l'innovation. Donc le thème du prochain meeting n'est pas encore défini et nous en ferons bien sûr part dès que possible. Merci. Et puis écoutez, le plaisir de vous retrouver autour d'un verre. Je crois que tout le monde a très chaud et que nous avons bien mérité un petit rafraîchissement. Merci de votre attention, merci de votre présence ce soir.